Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Café sur scène. Aujourd'hui, je suis à l'Européen et j'ai rendez-vous avec Kairon pour un petit café sur scène. C'est parti. Bonjour Kairon. Bonjour. Alors, je suis ravie de te rencontrer ici. On peut se tutoyer donc. Mais oui, on magnifique, parce que souvent en interview, il faut faire semblant, c'est tutoyer non, avant non, et tout. non, on fait pas magnifique, semblant. parfait. Ici, on est vrai. Parfait. Alors, on est sur la salle de presque chez toi, de ton théâtre presque, l'Européen, où tu joues donc du 7 juillet au 19 août. Ouais. Je suis ravie de te rencontrer parce que tu es un artiste très complet. Merci. Tu as plusieurs cordes à ton arc. Abel, A-B-E-L, ok. À côté, c'est qui pour toi? Haroun, ton petit frère, très bien. Ah, c'est la petite sœur Angelina. Et à côté? Vous êtes quoi, indien d'ailleurs ou pakistanais ou autre chose? Sri Lankais, d'accord, très bien. Quoi? Il y a d'autres Sri Lankais? C'est Sri Lankaise de cœur? Oh là là, une petite blanche toute blonde avec une robe fourrée. Je suis Sri Lankaise de cœur. J'ai été en vacances au Sri Lanka. J'adore. Ils sont vraiment comme ça. C'est un peuple. Oh, ils m'ont tapé dans l'œil. Oh là là. Tu t'appelles comment? Céline, mais appelez-moi Rajtanalaka. Oui, je joue du luth. Tu es humoriste, acteur, scénariste, metteur en scène, réalisateur. Merci. Bon, je vais faire une petite bio, vite fait. Tu as 41 ans. Pas encore. Pas encore. Laisse-moi mes 3 mois. Tu t'es vieilli. En novembre. En novembre. J'aurai Alors 40 tu as en 40 novembre. et demi. Ouais, plus un peu plus. Tu es franco-iranien et tu es né à Téhéran. Ouais. Ta famille quitte l'Iran pour la France en 84 et tu grandis à Pierrefitte-sur-Seine. Alors Kairon, c'est un joli pseudo ça. Ouais, c'est comme ça qu'on m'appelle comme ça depuis que j'ai 13 ans. C'était mon nom de rappeur avant, je faisais du rap quand j'avais 13 ans. Et tout m'appelle Kairon ou Kay. Même mes parents maintenant, on bosse ensemble, m'appellent Kairon. Alors enfant, tu étais comment? Tu étais déjà drôle? Tu voulais faire quoi? Il y a une anecdote que je raconte souvent, c'est que moi dans ma tête, je pensais que le premier métier que je voulais faire c'était genre journaliste ou avocat parce que mon père faisait ça. On reproduit souvent, mais en fait ma mère m'a dit il y a quelques années, non, quand tu avais 4 ans, tu as dit que tu voulais être clown. Et j'avais oublié ce truc. Et au final je suis revenu du coup à mon premier rêve. Et non, je suis passé par plein de phases. J'ai voulu être basketteur à une époque, quand j'étais petit, je jouais beaucoup au basket. Bon, c'est des rêves d'enfant. Après, j'ai voulu faire du rap. J'ai sorti un disque avec des amis, ça avait bien marché. Et puis après, je suis passé dans le stand-up. Mais je suis partisan de l'école. On n'a pas un métier. Et je pense que plus on avance, plus ça se vérifie avec les jeunes aujourd'hui. C'est difficile d'avoir un seul métier. Je pense que tu fais 5 ans dans un univers, tu tentes autre chose. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui. Ma hantise, c'est d'être une seule chose justement jusqu'à la fin de ma vie. C'est vrai qu'on a plusieurs opportunités professionnelles, plusieurs chemins aujourd'hui. Plusieurs vies, Plusieurs vies professionnelles. Complètement. Alors, parlons de tes études maintenant. Ça allait très vite. C'est le volet qui va prendre le moins de place. C'est vrai que tu as séché le bac pour un concert. Ouais, pour un concert, ouais. Tes parents, ça a été la honte, il paraît, parce que ton père, bac plus 9, ta mère, bac plus 7. Et moi, bac moins 1, ouais. Ça s'est passé comment, le choc, là, à la maison? En fait, je faisais déjà du rap et j'étais déjà démissionnaire. C'était en terminale, mais depuis la seconde, j'étais déjà un peu démissionnaire. J'avais la chance de ne pas être trop bête, donc rien que sur mes acquis, j'arrivais à tenir, mais je travaillais pas du tout. J'écrivais des textes en classe, je dessinais, j'étais pas en cours. Physiquement, j'étais là, mais mentalement, j'étais complètement ailleurs. Et arrivé au bac, avec mon groupe, on avait sorti notre disque et on avait un concert à faire. Je me rappelle, c'était à Cannes, c'était dans la salle La Licorne à Cannes. Et j'avais le choix, aller à Cannes faire mon concert ou rester, passer le bac. Ton bac, oui. Moi, je pensais juste faire l'aller-retour et faire les autres matières, mais on m'a dit que si tu ratais une matière, c'était éliminatoire. Du coup, j'ai passé la philo, c'était la première matière. J'ai eu 15, ça s'est très bien passé. Je suis sorti au bout de 2h30. Vraiment, j'ai jamais travaillé de ma vie à l'école, c'est une honte. Et l'anglais, c'était le lendemain. Je suis parti à Cannes et je suis pas revenu. Mes parents étaient en vacances en Thaïlande, au Vietnam, pardon. C'était au Vietnam en vacances pendant 2-3 semaines. Et eux, ils pensaient que quand ils rentraient, j'avais passé les épreuves et tout. Et alors? Et j'ai menti jusqu'au rattrapage. Après, j'ai dit que je suis au rattrapage. J'ai menti là aussi. Je sais pas quoi faire, j'étais en panique. Et puis après, quand vraiment, même ceux du rattrapage, ils ont eu une réponse. J'ai dit en fait j'ai pas été, ils m'ont pas parlé pendant un an et quelques. Ils m'ont pas adressé la parole. Ouais. C'était dur à l'époque. Eh bah oui, j'imagine. Alors après, tu commences une carrière d'éducateur pendant 4 ans. C'est ton père d'ailleurs qui t'a proposé… Alors c'est plus complexe que ça. C'est un truc dont je suis très fier parce que la plupart des humoristes venaient d'un autre métier avant, puis ils ont arrêté pour devenir humoriste. Moi j'étais déjà humoriste quand j'ai fait ce truc-là. Ça veut dire que j'avais déjà fait le Jamel Comedy Club, j'ai déjà dessiné un peu partout. 2006. C'était 2006-2007, ouais, exactement.
Et mon père a cette structure, l'AFPAD, dans laquelle il aide avec plein de gens. Ils aident des gens qui ne parlent pas bien français, il y a des interprètes, ils aident des gens par rapport à tout ce qui est droit. Tu vois, il y a des avocats à disposition, des notaires qui viennent gratuitement, des psychologues. Il y a un volet avec les seniors. Et il voulait aussi faire un volet avec les jeunes. Et il voulait qu'en gros, les gamins qui sont exclus du collège, ils n'ont pas le droit de retourner au collège, même pour récupérer les devoirs. Donc ils sont chez eux. Dans le meilleur des cas, ils jouent à la play, ils attendent chez eux, mais ils ne vont pas avancer à l'école, ils vont prendre du retard. Dans le pire des cas, c'est un pied de plus dans la délinquance parce qu'ils sont vraiment chez eux pendant 3 jours, 5 jours, 1 mois même. Donc ils voulaient réunir tous les élèves exclus de la ville de Pierrefitte. Il y a 3 collèges, ils se sont mis d'accord dans une salle avec des professionnels, une psychologue, il y avait le PRE, il y avait la médiathèque qui aidait, il y avait le soutien scolaire. Et il voulait quelqu'un pour chapeauter un peu tout ça et passer la journée avec les enfants, servir de fil rouge. Il voulait quelqu'un qui maîtrisait le français, qui avait un sens de l'éducation et qui avait des valeurs artistiques pour servir d'autres biais comme la musique, le théâtre, etc. Il m'a proposé ça. J'ai dit pas du tout, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je suis au Jamel Comedy Club, je travaille, je fais mécène, j'ai pas besoin, vraiment tout va bien. Et il m'a dit, vraiment, ça s'est passé comme ça. Il m'a dit, viens voir les petits, viens passer 2 heures avec eux, tu verras. Et je me suis dit, je vais passer 2 heures avec eux, après je vais partir. Et je suis resté 4 ans. Oui, c'est vraiment mauvaise herbe, mais sauf que tu ne volais pas des sacs à main. Exactement ça, mauvaise herbe, c'est venu de cette époque-là. Oui, oui. Et la scène dans Mauvaise herbe, quand on est assis autour de la table et qu'on discute de tout et de rien, cette scène, elle a eu lieu, elle a vraiment existé. Je ne connais pas vraiment votre histoire, mais ton ami, là, je pense pas que ce soit un bon exemple pour les petits. On lui a beaucoup pris à ce gamin, mais il a un bon fond. Moi, je suis pas doué pour parler aux gens. Ça s'apprend. Jimmy, pourquoi tu veux pas parler? Si moi parlais, enfant rigolait moi. N'oublie pas qu'un enfant qui cause des problèmes, c'est avant tout un enfant qui a des problèmes. Vous avez envie qu'il reste jusqu'à la fin du stage? Ah oui. Si je le remplaçais... Non. En fait, je passais mes journées avec ces gamins-là et le soir, j'étais sur scène. Voilà. Donc je suis très fier de dire que j'ai pas quitté ces trucs-là pour devenir humoriste. D'accord. C'est vraiment parallèle. Oui, alors justement, tu parles de ta première fois sur scène. Moi, je voulais savoir, tu t'en souviens? C'était au Jamel Comedy Club, ta première fois? Ouais, c'était... T'étais stressée? Non, j'avais tourné, j'avais eu une idée de... Je faisais du rap à l'époque, donc du slam. Quand tu fais du rap, tu fais du slam. Et j'avais commencé le stand-up. Et je voulais faire un spectacle dans lequel je mélange les 3. D'accord. Pour rencontrer des professionnels, des producteurs et pouvoir leur montrer quelque chose, justement. J'étais déjà dans cette logique de « ils vont pas venir me chercher, c'est à moi d'aller les trouver ». Donc j'ai demandé à la ville de Stein, au maire de l'époque, Asdin, de me louer une salle. Il m'a dit « non mais je te la prête la salle, on est fiers de toi, avec plaisir et tout ». Ils m'ont donné un grand espace, il y avait 600 places et j'ai tout fait pour remplir cette salle-là avec des amis et du matériel pour filmer la soirée. Et ce DVD s'est retrouvé dans les mains du directeur artistique du Jamel Comedy Club. Il y a un ami en commun qui lui a passé et lui il recrutait pour la troupe. Il a tout regardé. Un jour il m'appelle, il me dit alors ce que j'ai vu ça date d'1 an, c'était nul évidemment. Il me dit j'imagine qu'entre temps tu as travaillé, j'avais pas travaillé du tout. Et je dis mais bien sûr, mais oui j'ai travaillé évidemment. Et il m'a dit viens demain faire un essai pour la saison 2. Et je me rappelle, j'allais faire du shopping avec mon ex de l'époque. J'étais en train de mettre mon pied dans le RER B à la gare de La Courneuve. Et quand il me dit viens tester demain, je fais ça et je dis je suis désolé et la porte se ferme et elle part et elle comprend pas. Super. Et je suis rentré chez moi et j'ai pris tout mon spectacle qui était nullissime et j'ai pris les 7-8 meilleures blagues, j'ai articulé un truc. J'ai été au Jamel Comedy Club pour les auditions. Il y avait 2 auditions par jour. Je fais la première, ça se passe hyper bien. Les gens applaudissent et tout, le DA il vient, il me dit Kéron, t'es fait pour ça, c'est magnifique, bienvenue dans la troupe. Et moi, je me disais, ça y est, je suis arrivé, c'est trop facile. Il me dit, reste quand même pour la séance d'après, avec un autre public pour tester, travailler et tout. Deuxième séance, j'oublierai jamais, j'arrive, nanana, première blague, silence. Nanana, deuxième blague, silence. Troisième blague, nanana, silence. C'est horrible. Je me suis dit, en instinct de survie, je ne veux pas continuer, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut que je fasse, c'est leur faire oublier ce moment-là. Je ne peux pas leur faire oublier, mais je peux leur faire oublier qu'ils m'ont vu. Comme ça, quand je les recroiserai dans quelques semaines, ils ne diront pas, lui, on l'a vu, il est nullissime. Donc j'ai dit, merci à tous, moi c'est Roger. N'oubliez pas, je m'appelle Roger. Moi là, Roger. Roger vous salue. Et je suis parti comme ça, en me disant, si dans quelques secondes, dans 3 semaines, ils me voient, ils vont dire Kéron. Non, c'était vraiment Roger, le gars vraiment nul. Il ressemble un peu, mais c'était Roger. C'était Roger. J'ai pensé à ça et je suis parti et je me suis mis en boule. Et je suis là, mais je suis pas prêt du tout en fait.
Et sincèrement, c'est intelligent. Les 3-4 années qui ont suivi ma prestation de Jamel Comedy Club, j'étais pas prêt du tout. Vraiment, j'étais nul. Donc ça a été très formateur cette Évidemment, c'était une super vitrine. Surtout, ce qui était bien, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de scènes de stand-up et de plateau. Donc quand tu fais Jamel Comedy Club, tu as un tampon. Donc quand tu arrives, tu fais partie d'un label entre guillemets. Donc quand tu arrives sur une scène ouverte et que vous êtes 15 et on peut en prendre que 4, bah toi ils vont te prendre. Parce que tu as le label, tu as fait le Jamel Comedy Club. Donc ça m'a grave aidé pour ça surtout. Alors en 2011, tu obtiens le second rôle dans la mini-série Bref. Ouais. Tu as connu la notoriété donc avec Bref, mais les gens voulaient voir donc Kairon de Bref. Ouais. Mais ça fait quoi d'être obsédé, d'être associé à un obsédé sexuel? Quand je suis pas bien, il me conseille de baiser des meufs. Quand je suis bien, il me conseille de baiser des meufs. Et quand je vais baiser une meuf, il me conseille de baiser des meufs. Quand je vais envoyer un texto à une meuf, il me dit d'attendre 3 jours pour faire le mec détaché. Parce que d'après lui, plus tu seras détaché, plus elle te laissera l'attacher. Écoute, c'est un rôle, il faut le prendre comme il est. Hein. Tu as une anecdote à nous raconter de cette époque J'en ai 1000, sur quel volet? Un truc qui t'a marqué, je sais pas, vous trois, parce que c'était... J'en ai une qui est marrante, c'est que Navo, je le connais depuis qu'on a 6 ans. Ouais. Nos mères bossent ensemble. Bossaient ensemble, pardon. Et Kian, on l'a rencontré sur des scènes ouvertes, et puis ils sont devenus potes tous les deux. Et puis on avait un spectacle d'impro, et puis à un moment donné, Kian et Navo, on commence à vraiment bosser ensemble, vraiment être un binôme. Et à ce moment-là, ils décident de faire Bref. À la base, c'est un court-métrage. Donc ils écrivent Bref, c'est le pilote qu'ils font. Bref, j'ai fait ça, bref, cette fille, je sais pas quoi. Et ils me l'envoient comme ils l'envoient à Baptiste et ils nous disent, à l'époque on faisait tous des projets, on avait des idées, on va faire ça, semaine prochaine on tourne tel truc pour moi, ok avec plaisir. Et moi je dis, ah bah les gars je peux pas être là, c'est un dimanche, j'ai un déménagement. Et ils disent, vas-y s'il te plaît Kay, viens quand même, si tu prends 20 minutes tu le fais et tu pars. J'y vais, je tourne ma scène de Bref, c'est très rapide, je pars et après ça devient ce qu'on imagine, mais j'aurais pu ne jamais être dans Bref. Oui, j'aurais pu ne jamais être dans Bref. Pour moi, il n'y a pas plus grande anecdote. J'ai failli à ça, je ratais Bref en fait. Et ça a changé ma carrière. Je jouais dans un hôtel en Tunisie à l'époque. Donc il me payait le voyage et je devais faire un spectacle là-bas. Et c'est le moment où il y a le volcan qui a le finlandais, Eyjafjallajökull, je sais pas comment on l'appelle là. Oui. Il y a le volcan qui a. Et tout le monde était coincé. Donc on était coincé en Tunisie. Et je me retrouve. Donc j'avais pas trop de réseau. Et quand je rentre, je vois. Entre-temps, il y a eu la première diffusion de Bref. Vraiment, c'est pas une vanne. J'ai eu, on parle en milliers de notifications, de demandes d'amis. J'ai vu 15 groupes qui se sont ajoutés. Toi aussi, tu as un pote comme Kairon ton pote. Je sais pas, je comprends. Et j'avais oublié, quand je m'appelle Kairon aussi, pourquoi Baptiste s'appelle Baptiste dans Bref et moi je m'appelle Kairon? Parce qu'on s'est dit, on n'imaginait pas. On s'est dit, même s'il y a 3-4 personnes qui le voient, si c'est nos noms, ils viendront nous voir en spectacle. Donc on peut gratter un peu de buzz. On n'imaginait pas ce que ça allait devenir. Et du coup, quand je vois un pote comme Kairon, je dis mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et j'avais zappé que Bref était passé. Ouais, c'est incroyable. C'était un choc. J'ai pas vu, aujourd'hui encore, j'ai pas vu un avant-après sur aucun projet aussi énorme que sur Bref. Alors ton spectacle là... Tu as dit c'est un problème de région ou de religion? Religion. Voilà, donc on va rester dans cette thématique-là, d'accord? Comment il y en a à être religion de toi? T'es chrétien. Maintenant, comment s'appelle Tami? Wijdan, on est dans la Maghrébi là. Wijdan, si je suis mentaliste, mais premier niveau, je veux dire que t'es musulmane. Donc, c'est quoi ton problème avec la Franche-Comté? Alors, vos parents vous connaissent l'autre? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Alors attends, est-ce que vous voulez qu'on les appelle ce soir? Non? Sûr? Mais vous savez que vous êtes dans la vidéo? Ouais. 60 minutes avec Kairon / Dragon. Ouais. Qu'est-ce qui change avec 60 minutes avec Kairon? Ce format de spectacle, je l'ai depuis 2013. 2012. 12? Ouais. 12 alors, depuis 2012. Je sais tout, attention. C'est mieux, moi j'ai peur de mémoire. En gros, la norme, c'est que quand tu fais un spectacle en France, tu le joues. Moi, mon spectacle, il évolue tous les soirs. Ça veut dire que j'ai un stock de blagues. Il y a pas, en 10 ans de carrière, il n'y a pas une fois où j'ai joué la même chose que la veille. Il y a minimum, vraiment le minimum, 15 minutes qui changent. Minimum. Et au maximum, parfois j'ai fait 1 heure complètement différente. Voilà. Donc c'est frustrant pour moi parce que ce schéma-là ne me convient pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'à chaque fois, on vient avec un nouveau concept, une nouvelle affiche, mais en gros c'est le même mécanisme. Les gens le savent.
C'est le même mécanisme qui change. Donc il y a eu 60 minutes avec Kairon, il y a eu On n'éteindra pas la lumière, il y a eu En libre éducation, et maintenant il y a Dragon. Et Dragon, pour moi, c'est la version ultime de mon spectacle. Donc maintenant, ça va rester Dragon tout le temps. Et Dragon, c'est aussi lié à la mythologie grecque, je crois. Bien sûr. Le dragon est le gardien d'un sanctuaire. Exactement. Et est-ce que tu peux m'expliquer cette phrase? C'est-à-dire qu'en fait, dans la phrase, c'est dans la mythologie grecque, les dragons sont toujours symboles de gardiens. Tant qu'ils veillent sur leur trésor, personne ne peut y accéder, personne ne peut venir s'en emparer. Je considère qu'aujourd'hui, la scène, c'est le dernier espace de liberté totale. Ça, je le pose, ce n'est pas un point de vue, je l'affirme. Internet, la télé, les médias, ça n'existe plus. Il n'y a que sur scène qu'on est vraiment libre de dire ce qu'on veut. Et donc, je suis le gardien de mon sanctuaire, c'est-à-dire de ma scène. Je suis le garant d'une liberté d'expression totale dans mon spectacle. Et ça, tu le revendiques. Exactement. Qui que vous soyez, même si moi, je ne suis pas d'accord avec votre façon de penser, on va en parler, mais je ne vais pas vous juger. On ne va pas se juger, on ne va pas s'incriminer, on ne va pas se montrer du doigt. On est tous différents. Il y a des sujets sur lesquels on diverge, d'autres sur lesquels on converge, mais il faut accepter cette différence. Il faut accepter la nuance. Dans une époque où il n'y a plus de nuance, on veut qu'on condamne. On veut nous faire dire je suis contre ça, contre lui, pour elle. Non, tu peux accepter certaines choses, ne pas en accepter d'autres. Tu peux aimer quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord viscéralement sur tel et tel sujet. La vie est pleine de nuances. Et heureusement d'ailleurs. Oui, mais c'est de plus en plus dur à appliquer et à faire comprendre dans cette ère de réseaux sociaux aussi, parce qu'avant, 5 mecs de PMU qui parlaient dans leur camp, on n'avait pas accès. Maintenant, ces 5 mecs qui parlent, ils sont 5000, ils ont un groupe et ils ont un pouvoir de nuisance extraordinaire. Quand tu étais ado, tu ne pensais qu'à une chose dans ta ça va être triste, hein. Vas-y. Ne plus être seul. Mais c'est vrai. J'ai une anecdote que je raconte souvent. Quand j'ai vu Harry Potter pour la première fois, tu sais, Harry Potter, il dort sous l'escalier. Oui. Et genre, quand je découvre ça, tout le monde fait « Oh !» J'ai pas compris que moi, je dormais sous l'escalier, en fait. Et mes parents, ils sont adultes, mes parents sont adultes, évidemment. Il y avait des discussions politiques et tout. Moi, j'étais tout petit et je parlais pas, quand je suis arrivé en France, je parlais pas français. Donc, à la maternelle, j'étais tout seul. Et je suis fils unique. En plus, mes parents, pour leur travail et puis pour leurs convictions, ils partaient souvent, etc. Donc souvent, j'étais seul. Et c'est parce que ils ont récupéré un ordinateur d'une vieille association. À l'époque, c'était les gros ordi comme ça. Et puis, tu sais, il y a les plaques sont arrivées. Grosse centrale. Exactement. Ils allaient les jeter, donc mes parents en ont récupéré un. Et dessus, il y avait 2 trucs. Il y avait Paint et WordPad. Tu sais, le truc pour écrire là. Oui. Et j'ai commencé à écrire pour ça. Parce qu'il n'y avait pas de jeu. Donc je m'ennuyais, je commençais à écrire. Donc des poésies, des raps, des trucs. Ma carrière a commencé comme ça, par la solitude. Donc j'ai pensé à ça. D'ailleurs, c'est très bon qu'un enfant s'ennuie, paraît-il. Parce qu'il est obligé d'aller plus dans ses réserves. Voilà, c'est ça. Alors, tu rêverais d'en parler, mais tu penses que ça va choquer. Ok, allez, je le dis. Une révolution. En France. En France? Ouais. On vire le système comme du début à la fin. J'y crois pas une seconde parce que ceux qui ont l'argent, ils ont les armes. Voilà. Mais on vire et on repart à zéro sur un truc sain. Où le peuple décide vraiment. On retourne au système démocratique athénien. Alors les réseaux sociaux, Ouais. tu es très présent sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Alors je sais que YouTube c'est vraiment 100% impro. C'est des choses qui ont eu lieu sur scène, mais que je donne au public, donc on ne les reverra pas. On parle souvent de religion dans mes spectacles, parce que c'est un des sujets les plus clivants et les plus intéressants pour moi, parce que personne n'a la réponse, il n'y a pas de vérité. Et j'aime les sujets où il n'y a pas de vérité. Personne ne peut dire j'ai raison, vous avez tort. Ni un croyant, ni un non-croyant, ni un païen, personne. Quelqu'un qui dit je crois en Zeus, pour moi, il a autant de chances d'avoir raison que quelqu'un qui dit Dieu, paradis, enfer. Voilà. À partir de là, c'est un sujet intéressant. Et souvent, il y a des échanges qui sortent de l'ordinaire et qu'on ne reverra plus. Donc, ces échanges-là, je les mets sur ma chaîne YouTube. Mais on est sûr de ne pas les avoir parce que la personne ne sera pas là. Oui. C'est un échange. Alors, le vrai Kairon, pour moi, il est sur scène. Ok. Sur les réseaux sociaux, tu t'imposes des C'est pas moi du tout. Tu t'auto-censures. Complètement. Pas un peu. Parce que sinon, tu as déjà été banni ou... Oui, j'ai des polémiques. Mais est-ce que tu te souviens, toi, d'un vraiment un mauvais de commentaire qui t'a marqué, qui t'a blessé? Un commentaire ou qui s'est supprimé un truc? Non, commentaire mais j'ai sur les réseaux, qui t'a vraiment blessé ou qui t'a marqué Aujourd'hui, non. Peut-être au début de ma carrière, quand j'étais pas prêt. Quand tu lisais, tu lis tout de toute façon. Ouais, je lis tout, mais franchement, ça me touche pas. Je sais pas vous faire le mec fort pour rien, mais non, ça me touche. En fait, je fais vraiment la part des choses. Quand quelqu'un insulte mon travail, c'est pas moi qui l'insulte, même s'il m'insulte moi.
Quand quelqu'un critique un film, bah, il n'a pas aimé, il a le droit, bon voilà, il insulte, c'est pas grave, c'est dommage, il manque de vocabulaire le pauvre, c'est pas grave. Mais il me connaît pas moi personnellement, c'est la projection qui s'est faite de moi qui l'insulte. Et si ça lui fait du bien de le dire, lâche-toi, vas-y, moi ça me fait rien de le lire, donc... Tant mieux. Ouais. Alors, cinéma maintenant, Ouais. ta carrière cinématographique. Alors, tu as réalisé 3 longs métrages. Ouais. Nous 3 Oriens 2015. Je suis né en Iran, un pays de 33 millions d'habitants. Comment je sais tout ça? Pas grâce à lui en tout cas. Monsieur, c'est où la Belgique? C'est entre là et là. Je m'appelle Ibat. Et voici mon histoire. Le chef du parti pense que ça devient trop dangereux pour nous ici. On part quand? Tu partirais sans moi. T'as raison, c'est nous 3 ou rien. Mauvaise herbe 2018, Ouais. Brutus contre César 2020. Ouais. Alors, je les ai tous vus et j'aimerais qu'on en parle pendant des heures, sauf qu'on a... Vas-y. Mais j'aimerais avoir... C'est vrai, on va faire 5 interviews. Allez. Parce que franchement, ça m'a touchée. Bref, je me trompe si je te dis qu'il y en a un des 3 qui t'a plus touché, forcément. Aujourd'hui encore, franchement, j'ai savouré aucun de mes films. Ah bon? Mais ouais, parce que tu peux pas savourer quand t'es acteur. Tu peux pas savourer, c'est quand t'es spectateur que tu peux savourer. Quand t'es acteur, même pendant le tournage, allez, les trucs que j'ai le plus savouré, c'est les surprises de comédiens. Il y a une comédienne qui s'appelle Toufane dans Nous 3 ou rien. Elle me lâche une émotion, à un moment donné, elle me fait une scène incroyable. Elle arrive à faire pleurer un bébé en pleurant elle-même. La synchro, elle est incroyable, la musique et tout. Je l'ai et là, je fais. Et même là, je regarde et je fais. Vous avez vu comment c'est ouf ce qu'elle fait là? J'ai même pas profité. Mais je pense tellement à cabosser le public en lui donnant des émotions que j'arrive pas moi à me poser et à profiter de l'instant. Mais est-ce que tu prends le temps de regarder, par exemple, ce soir, tiens, Mauvaise herbe, je vais regarder. Est-ce que t'aimes bien ça? Non, j'ai trop fait. Oui. Moi, je vois les erreurs dans le film. Je me rappelle cette scène-là, on l'a ratée parce que lui, il a pas pris son texte. Cette scène-là, elle devait être plus belle, mais le soleil, il nous a lâchés. Cette scène-là, on devait avoir 3 caméras, on en a que 2. Putain, le montage est nul. Cette scène-là, moi, j'ai merdé, je suis pas bon dans mon jeu. Je vois toutes les erreurs. C'est impossible que je savoure mes propres trucs. Alors j'imagine que pour faire Nous 3 ou rien, tes parents t'ont beaucoup parlé de leur fuite Ouais. en Iran, puisque c'est vraiment De tout. la vraie histoire. Ouais. Tu m'as dit en off. Bien sûr. Et ils t'en parlent encore beaucoup ou... Mais tous les faits sont vrais et régulièrement, j'ai des anecdotes. Je leur dis, mais pourquoi tu me l'as pas dit ça? J'aurais pu le mettre dans le film. J'aurais mis dans le film. Il y a des vraies anecdotes, les gens ils pèteraient un câble. Fais la suite. Mais en fait, c'est pas une suite, c'est truc Ouais. entre. Ouais. C'est trop tard maintenant, je peux rien faire. La version 2. Mais oui, tout est vrai, bien sûr, tout est vrai. Et puis on en a beaucoup parlé. Ils m'ont... J'ai mieux compris. Mais après, on a toujours beaucoup parlé chez moi. On a vraiment toujours énormément communiqué avec mes parents, on parlait de tout. Même parfois, vraiment, j'étais petit, on était à table et tout, nanana. Et je raconte un truc à l'école. Ouais, aujourd'hui, lui, il a fait ça, nanana. Et là où la plupart des parents vont dire, ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mon père, il va me dire, t'en penses quoi, toi? Je dis ça, je ne m'étais pas posé la question. Qu'est-ce que j'en pense? Et ben, ce genre de dialogue, ça m'a permis de me façonner une personnalité. Et je connaissais déjà mes parents, c'était pas une surprise. Ils m'ont jamais rien caché. Quand j'étais petit, maman, il est où tel oncle? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ah, il est mort, il s'est fait tuer. Tiens, prends les œufs. Donc j'ai été élevé là-dedans, tu vois, donc j'ai pas vraiment de... Et d'ailleurs, ça leur a fait quoi de voir ce film? Parce que c'est... Pareil, ils l'ont pas découvert d'un coup. Évidemment, ils l'ont découvert... Déjà, je leur ai fait plein d'interviews avant. Mais ils savaient le projet quand même. Mais ils n'y ont pas cru. Ah oui. Ils ont dit, oui, il est gentil, lui. Mais moi, je suis un saltimbanque. Il monte sur scène, il fait rire 140 personnes, c'est mignon. Je vais faire un film sur votre vie, oui, si tu veux. Il veut faire une interview, le petit. Non, mais vas-y, on doit aller dîner chez... Prends 2 secondes, on fait une interview. Vas-y, pose tes questions. Vraiment, ils y croyaient pas du tout. Et après, quand j'ai trouvé la production et des financements en 2 secondes, après, j'ai dit, Léa Becti, quoi? Et là, ils ont commencé à y croire. Mais eux, ils ont répondu à toutes les questions, donc ils sont replongés dedans. Ils ont lu le scénario ensuite. Ensuite, ils ont rencontré l'équipe, surtout la technique, ce qui était costume, ce qui était décor. Ils avaient plein de questions à leur poser. Ils ont validé aussi. Ils ont validé, mais pas pour dire non, ça vous m'enlevez. C'était moi qui validais à la fin, c'est pas eux. Il y a des choix que j'ai fait contraires à ce qu'ils m'ont dit. Mais j'ai dit pour le film, c'est mieux comme ça. Ils ont rencontré parce qu'on voulait de la véracité. Parce que moi, le chef costumière, Karen, elle me dit Kéron, ce motif-là, c'était années 70. Je dis mais Karen, j'étais panique, je sais. Il y a 2 immigrés, ils sont là-bas, c'est leur histoire, va leur demander en fait, c'est eux. Donc ils ont fait une réunion avec toute l'équipe. Ensuite, ils sont venus sur le tournage. Donc ils ont vu comment ça se passait, ils ont vu les scènes répétées, etc. Puis ils ont vu le montage. Première version, deuxième version, scène coupée, etc. Puis le film en grand au cinéma. Ça a dû être impressionnant. Oui, mais moins que ce qu'il y a eu sur le chemin. Ah oui. Moi, je me rappelle d'une scène, mais j'ai un oncle qui est décédé dans le film et on le voit on le voit mourir et sa mort est très très dure.
donc le Bérouz qui saute par la fenêtre. Et bah, juste cette scène-là, en découpé, la scène de 3 minutes, je l'ai mise chez moi. Ma mère, elle a fondu en larmes. Ouais. Elle a fondu, elle était par terre. Ah, elle était pas bien. Je l'avais jamais vue comme ça. C'est dur, ça. Et pourtant, pour le film au cinéma, elle était là, elle souriait avec tout le monde et tout. Donc, chacun évacuait à son moment. Mais jamais je les aurais mis devant le film comme ça d'un coup. Votre vie, ça n'existe pas, ça. Tu joues bien ton père? Je sais pas. Il t'a pas dit? Je sais pas. Si, il m'a dit un truc. Attends, il m'a dit un truc. Ma mère, elle m'a dit, ouais, moi, c'était bien, Leila Bekti, c'est un bon choix pour moi. Mon père, je sais plus ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit, ouais, t'aurais pu prendre, il m'a dit un nom d'américain, un truc. Brad Pitt. Ouais, un truc, aucun rapport, t'aurais pu prendre lui pour moi et tout. Tu vas là-bas, on a le même nez. Alors, toi qui aimes l'improvisation, c'est pas frustrant d'être acteur de cinéma où tout est précis, tout est écrit à l'avance? Bah justement, ce que je disais au début de l'interview, j'ai eu de la chance parce que les deux seuls rôles que j'ai fait pour un autre réal, Bref et Les Gamins, Anthony Marciano et Ken Kojandi-Enavo m'ont fait confiance et m'ont laissé apporter au personnage. Ouais. C'est un peu frustrant, mais en même temps, comme je suis de l'autre côté et que je comprends la dynamique, qu'une bonne scène, c'est une scène jouée au millimètre. Quand le texte est bon, je suis au service du réalisateur et j'y vais, je fais ce qu'on me demande. Si je peux proposer, je propose. Si je peux pas, c'est pas grave. Mais ce serait très prétentieux de croire qu'un texte qui a été écrit il y a 1 an, qui a été validé par tout le monde, moi je vais venir et je vais faire mieux en impro, ça n'existe pas ça. Ouais. Merci. C'est un plaisir, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup.